Bonjour Monsieur Mélenchon. Vous parlez de la France comme d'une masse d'ouvriers, vous parlez beaucoup des ouvriers, vous parlez des machines comme quelque chose qui remplacerait l'homme et le travail pénible, sans parler de l'investissement que ça demande, et l'investissement ça sort pas forcément du chapeau. Vous parlez aussi de l'État comme quelque chose qui pourrait pallier cet investissement-là, je pense, pallier à beaucoup de choses. Et sauf que vous parlez peu de la dette aussi. J'ai l'impression que vous avez peut-être une vision un peu fantasmée de la France, d'une France ouvrière, peut-être des années 60, qui est peut-être pas forcément en phase avec beaucoup d'enjeux d'aujourd'hui. Bon, et avant, c'est la dette, c'est ça? Ouais. Ok. Alors, la dette, moi, je raffole du sujet. Une vision fantasmée de la France. Bon. Je prends j'en ai un récit, alors il convient peut-être pas, ou il correspond pas à celui que vous faites vous-même, mais vous aussi, vous avez un récit sur la France. J'ai le privilège de l'âge, j'ai eu le temps d'apprendre l'histoire, j'ai eu le temps de circuler beaucoup dans notre pays, vraiment, je sais pas combien de fois, hein, dans tous les sens, donc d'abord d'en voir l'extraordinaire diversité. Bref, moi j'ai une relation qui est quasi... c'est une relation d'enthousiasme. Mais je ne sais pas vous dire pourquoi. Il y a des fois des choses qui suggèrent de l'enthousiasme et d'autres... donc je pense qu'on peut tout faire, qu'on sait tout faire, qu'on peut se sortir de tout. Parce que justement, ce que j'ai lu de l'histoire de France comporte des épisodes particulièrement calamiteux où on pouvait se dire, bon, on ne leur sortira jamais. Donc j'admets que j'en ai peut-être une vision romantique, mais je suis sûr que si je vous écoutais, vous, peut-être que vous me parleriez de l'endroit où vous êtes né, de l'enthousiasme que vous avez pour lui, de la beauté des choses, etc. Alors après, de quoi voulez-vous que je vous parle? Des machines qui soulagent la peine de l'homme, de la dette. Bon. C'était ça le sujet principal? Alors, la fantasme, la dette, et le troisième, c'était quoi? Parce que je vous entendais fort mal, ça résonnait. L'investissement et la dette, ok. Alors, l'investissement, grosse question qui se règle en partie par la dette. En tout cas par l'emprunt. Mais l'emprunt, c'est de la dette, donc ça revient au même. Le problème de l'investissement dans notre pays, c'est qu'il est extrêmement faible. Les dividendes ont augmenté de 70% au cours des 10 dernières années et les investissements ont diminué de 5%. Que se passe-t-il dans l'économie qui justifie qu'une chose aussi aberrante ait pu se produire? C'est que le mécanisme de l'accumulation, qui est le propre du capitalisme, ça fonctionne là-dessus. Il faut que ça rentre à un bout et puis ça ressort à l'autre, plus important. Donc, marchandise, argent, marchandise, argent, marchandise, argent. Et le capitalisme agit pour que ce cycle soit le plus court possible et que ça tourne le plus vite possible. Que s'est-il passé? C'est que jusque-là, on accélérait le cycle par l'accélération de la consommation, l'extension de la production. Mais s'est interposée une couche économique nouvelle, inconnue jusque-là, qui est la couche du capitalisme financier. Il y a toujours eu un capitalisme financier boursier, mais il n'était pas au poste de commande. Le capitalisme financier mondial se constitue à partir du 15 août 1971, quand les États-Unis d'Amérique décident que la monnaie dollar n'est plus convertible en valeur matérielle qu'est l'or. Parce que c'était ça, en gros, les conclusions des accords de Bretton Woods. À partir de là, ils ont le pouvoir de créer autant de monnaies qu'ils veulent. Et ils le font ardemment et avec enthousiasme. Au point que depuis 2006, ils ne publient plus la masse monétaire qu'ils ont mis en circulation. Cette masse monétaire s'est mise à produire des objets financiers, nouveaux, inconnus, spéculatifs évidemment, qui permettent des niveaux d'accumulation qui sont irréalisables dans la production matérielle. C'est-à-dire que vous pouvez monter à du 12, du 15, du 16, du 18, du 20, des fois plus, mais n'exagérons pas, restons à 18. Parce que j'ai vu, moi, une grosse entreprise qui produisait du plastique PVC, qui est un plastique absolument indispensable, fermer parce que le fonds de pension qui avait investi là ne pouvait pas en tirer plus de
11%. Donc, ils ont liquidé leur affaire, vendu les terrains, vendu les immeubles, et à la fin, ils sont retombés sur leurs pattes. Ceux qui ne sont pas retombés sur leurs pattes, c'est ceux qui bossaient dedans et ceux qui en dépendaient. Donc, c'est l'existence de cette sphère financière autonome, ce temps autonomisé, qui permet des niveaux d'accumulation tels que, quand vous avez, il est peut-être plus intéressant de placer dans la sphère financière que dans la production. C'est-à-dire faire des placements financiers plutôt que des placements dans la production. Voilà pourquoi les investissements ont tant de peine à se réaliser dans certains domaines, et notamment dans les secteurs les plus frileux, où on préfère mettre son argent là-dedans. Donc, une des réponses économiques que pour ma part j'apporte, c'est que je veux couper les liens entre le pouvoir économique et la sphère financière, qui nous met en danger permanent. Nous aurons bientôt une nouvelle crise financière. Il y en a une à peu près tous les 10 ans, comme ça. Là, on a eu le coup Covid qui nous a frappés. Le coup Covid, c'est seulement maintenant que vous commencez à en voir l'impact sur l'économie réelle avec la dislocation des chaînes de production. Et ça aura forcément aussi un impact dans les autres compartiments. Donc la crise Covid, en tant que crise sanitaire devenant une crise économique, ne fait que commencer. Vous n'avez vu que le début. Alors, je reste sur la question abstraite de l'investissement en général. J'explique pourquoi on n'arrivera à avoir à nouveau un investissement matériel que si on coupe les liens entre la sphère financière et la production réelle. Quel moyen de le faire? Le moyen le plus simple porte sur l'attribution des pouvoirs de vote des actionnaires. Si vous conditionnez le pouvoir de vote à la durée d'un investissement, vous gardez de meilleures conditions de contrôle. J'ai connu des pays, j'aimerais bien pouvoir faire ça en France, comme le Brésil ou comme d'autres, qui avaient exigé des dépôts de garantie pour tout investissement réalisé chez eux. Il faut être gonflé pour faire ça, mais ils l'ont fait et ça a marché. Un dépôt de garantie, ça veut dire vous déposez en même temps que vous placez votre capital, un engagement, et si vous partez avant la date dite, le dépôt de garantie, au revoir. Alors c'est assez audacieux de faire ça, mais ils l'ont fait et ça a fonctionné. Alors, l'investissement nécessaire. Quel est le premier investisseur de ce pays? C'est l'État et les collectivités locales. C'est lui le premier investisseur. Donc, la puissance d'intervention de l'État est intacte pour être stratège. Dans le cas de la planification écologique, vous indiquez la direction dans laquelle vous allez. On va faire ceci, on va faire cela, donc ça vaut la peine de faire des placements. Nous fournissons aux entreprises le rêve, c'est-à-dire la visibilité. Et nous nous réapproprions, pardon, c'est une notion un peu abstraite, nous nous réapproprions le temps. Le temps est devenu une propriété du court terme. Et le temps du long terme a été évacué, il n'a plus de pouvoir. Il s'agit de restituer le pouvoir du long terme, qui est forcément celui de l'investissement. Quel est ce long terme? C'est pas si long que ça. Une machine, c'était autrefois 10 ans. Maintenant, c'est 5 ans, sa durée de vie moyenne. Donc, nous avons une idée des horizons dans lesquels nous travaillons pour ce qui concerne l'investissement dans les directions que nous donnerons. Par exemple, on va dire, on va reconstituer la filière aluminium. Ça va, c'est pas trop compliqué, il n'y a pas trop de boîtes à remettre. Mais nous allons créer une filière bois. Bon, l'État va mettre des sous là-dedans, sous les formes différentes, donc ça vaut la peine d'investir dans le bois, parce que ça va être un plan qui va être engagé sur 5 ans, sur 10 ans. Voilà comment, par le plan, on peut conduire l'investissement. Après, il y a la dette. Bon, très bien. Aujourd'hui, nous avons une grande dette. Faites attention au fait que on vous dit la dette, la dette, la dette, et vous regardez la dette publique. Pendant que vous regardez la dette publique, vous ne regardez pas la dette privée. La dette privée est supérieure à la dette publique. La dette publique, vous retrouvez toujours l'État. La dette privée, vous ne retrouvez pas l'entreprise qui a mis la clé sous la porte. Or, la dette privée est plus importante que la dette publique. Je vous fais une concession, compromis avec le capital. Si ça venait à tourner mal, vous avez intérêt à avoir un État qui a une capacité d'intervention financière, comme ce fut le cas en 2008. Comme ça a à nouveau été le cas cette fois-ci. Les États-Unis d'Amérique ont rajouté 8 ou 10 points ou plus dans la production purement sur de la dette. Donc méfiez-vous et espérez avoir un État qui a une capacité d'intervention, parce que cet État, vous ne l'avez plus, ni en France, ni nulle part en Europe. C'est la raison pour laquelle je vous dis très tranquillement, la dette ne sera jamais payée. La dette publique ne sera jamais payée. Elle est tout simplement impayable. Il n'a pas de précédent dans l'histoire qu'une dette d'un niveau pareil ait été remboursée. Jamais. Par conséquent, pour sortir de la dette accumulée, vous avez plusieurs voies.
Alors, je commence par les voies pacifiques, hein, les plus simples. L'inflation, horreur pour le détenteur de la rente. Mais l'inflation, ça vous permet de grignoter le stock de dette. Non mais, je dis pas que je veux le faire, je dis que c'est comme ça que ça se fait. Si vous avez, j'ai connu une période où il y avait l'inflation à 10%. Je vais pas vous saouler parce que je vois que tout le monde s'en va. Donc il est temps que j'arrête, hein. Bon. Alors, je vais terminer là-dessus. La dette publique ne sera jamais payée. Nous pouvons annuler la dette publique qui est détenue dans la caisse de la Banque Centrale Européenne parce que, à cette heure-là, je ne fais pas la démonstration ni un cours d'économie, la dette qui est dans la caisse de la Banque Centrale Européenne n'existe pas, n'est pas un capital qui a été placé, n'appartient à personne. Par conséquent, nous pouvons rayer la dette publique. J'ai proposé un compromis qu'on commence par rayer la dette Covid. Ça allège la dette de 500 milliards. Bon. À qui ça coûtera? À personne. C'est pas la dette des petits épargnants, c'est la dette publique de la Banque Centrale Européenne, que la Banque Centrale Européenne a racheté aux banques privées. Par conséquent, il n'y a pas une personne qui sera spoliée. Rayer la dette publique est une possibilité qui vous épargnera d'autres misères. Sinon, alors bon, ça c'est des propositions, mais vous avez d'autres possibilités, l'hyperinflation ou l'inflation. Vous avez la guerre aussi qui est pas mal, qui permet de détruire des actifs, voilà. Ou la banqueroute. Moi, je ne souhaite ni la banqueroute qui serait le chaos, ni évidemment la guerre, ni l'hyperinflation. Alors ceux qui n'ont pour seule réponse de dire nous allons réduire la dette en réduisant les dépenses, disent une ânerie. Parce que les dépenses sont celles qui mettent en route l'économie et qui produisent des résultats fiscaux. Voilà, bon, vous avez le droit de pas être d'accord avec ça, mais j'ai encore pas été convaincu par les gros malins qui m'ont expliqué que c'est en réduisant la dépense publique et la dépense sociale qu'on allait améliorer la situation de la France, parce que c'est le contraire qui s'est produit. Eh bien, c'est sur ces mots que notre débat touche à sa fin. Ah merci. Oui. Merci, Monsieur Mélenchon. Merci.